Je vous propose dans les quelques minutes qui nous restent de reprendre un peu des questions qui ont été posées et de les adresser, de vous les adresser à tous les trois. Donc je ne sais pas si Philippe Amouyel est encore là. Emmanuel Didier et Vincent, Israël Jost. Notamment la question d'Amélie Petit qui me paraît importante, même si je suis pas sûr de la comprendre complètement, auquel cas, si je la, voilà, s'il y a besoin de clarification, Amélie pourra s'exprimer éventuellement. Merci beaucoup pour votre intervention. Qu'est-ce qu'un mort statistique du Covid? Quelles conventions permettent de qualifier et de compter ces morts? Bon, ça, on en a déjà pas mal parlé. Et dans quelle mesure, en plus de l'effet de motivation des chiffres, il y a eu aussi un effet d'incitation à produire des chiffres en échange de ressources permettant de faire face à l'épidémie? Et j'avais dit aussi qu'on reparlerait de la question de Solène de tout à l'heure, sur la question de la confrontation des indicateurs de mort du Covid par rapport aux conséquences psychologiques et sociologiques au regard des mesures mises en place, qui est quand même un gros sujet. Peut-être que vous voulez intervenir sur ces questions. Voilà, je vous laisse la parole à tous les trois. Peut-être intervenir sur le calcul des morts du Covid. C'est sûr que le chiffre de 100 000, il est basé sur les morts en hospitalisation et les morts dans les établissements d'hébergement. Quand on regarde les données de l'INSERM qui remontent les certificats de décès, toujours avec un petit peu plus de retard, ces certificats de décès font un tour par l'ARS. Hein. Il faut pas, c'est un peu la même source de données, sauf que dans un cas, on compte plus vite que dans l'autre, et que dans l'autre, on fait une enquête spécifique pour savoir si la cause du décès correspond bien à quelque chose qui est en lien avec le Covid, même sans test. Donc les estimations sont un peu plus précises avec le CPDC. Il existe en effet tout un autre champ de cas, parce qu'on parle toujours, on a toujours le spectre des déprogrammations ou des tris dans les réanimations. Il faut savoir qu'une déprogrammation, vous avez entendu ce terme de déprogrammation, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lits de réanimation, comme on a besoin de personnel pour faire fonctionner des nouveaux lits qu'on pourrait rajouter, on va les piquer dans les autres services, en particulier les services de chirurgie. Donc les chirurgiens sont des adeptes de la déprogrammation. Ça veut dire qu'on repousse des interventions, ça veut dire donc qu'on fait un tri. Le tri, il est fait lors de la déprogrammation, il n'est pas fait au moment de la personne qui rentre en service de réanimation. Le deuxième point, c'est que les gens, surtout pendant la première vague et également dans la deuxième, ont eu peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils se savaient fragiles, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des problèmes d'accidents vasculaires cérébraux, qui ont des diabètes, ils se disent, l'endroit où j'ai le plus de chances, et ils ont raison d'attraper la Covid, c'est à l'hôpital. Donc je ne vais pas aller à l'hôpital. Donc on prend du retard au diagnostic. Donc les programmes de dépistage, qui ne sont pas aussi urgents que les exérèses de tumeurs, par exemple, vont être retardés. Et tout ça fait un nombre de décès potentiellement supplémentaires, mais qu'il est très difficile d'estimer. Alors on a quelques exemples, parce que pour les estimer, on les compare aux années précédentes. Et il faut les comparer sur plusieurs années pour être bien sûr d'avoir une moyenne, savoir si ça a eu un impact, et surtout d'associer le Covid à la déprogrammation et au décès. Donc c'est quelque chose qui est difficile. On sent intuitivement qu'il se passe quelque chose, y compris dans les personnes qui vont faire des syndromes post-traumatiques après l'isolement, mais c'est extrêmement difficile à calculer. Donc c'est pour ça qu'on se fixe sur des chiffres qui sont à peu près constants. Plus, le dernier point, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui font des formes asymptomatiques, qui décèdent quand même du Covid, mais dont on ne saura jamais, puisqu'elles n'auront jamais eu le test, qu'elles étaient Covid positives. Donc ça fait que, en effet, il y a un flou, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on mesure toujours la même chose, ce qui est important, c'est la tendance. Le jour où on verra cette tendance des morts hospitaliers et des morts dans les établissements d'hébergement diminuer, on pensera que l'épidémie diminue un petit peu. D'accord, très bien. Écoutez, il est 20h01. Tout le monde enfin, beaucoup de gens vous ont remercié pour vos interventions. Je vous remercie également. C'était passionnant. Les trois interventions étaient passionnantes et complémentaires. C'était vraiment très bien. Et je vous annonce que, puisque Philippe Amouyal vient d'en parler, que la prochaine séance qui aura lieu le 4 mai porte sur les déprogrammations et qu'on a là encore un programme très bon. Voilà. Je vous remercie tous et on vous souhaite avec Sébastien Claes une très bonne soirée et